armée, selon le sentiment qu'exprimait le président Monnerville. La fonction présidentielle, elle doit être d'arbitrage dans le temps ordinaire et d'autorité contrôlée dans le temps du péril. C'est ce que dit la Constitution. Une telle définition est conforme à la tradition et j'en suis pour ma part pleinement d'accord. C'est pourquoi je suis bien entendu hostile au maintien d'un domaine prétendument réservé où le chef de l'État agit non en chef mais en maître. Les juristes ont affirmé que ce domaine réservé était qui ne s'occupait que d'elle. Je me refuse, en bref, à prendre des options fondamentales sans consultation du Parlement, les deux chambres devant être égales en autorité et sans délibération vraie. D'un gouvernement composé, si vous le voulez bien, de ministres et non pas de fidèles. Je préconise ne dépend que de la vérité. J'ai donc à vous dire cet après-midi ce que j'estime être la vérité, comme eût dit Pirandello, la vérité de l'Alliance, la vérité de l'Europe, la vérité de la France. L'Alliance est aujourd'hui injuriée. Dans le temps présent, Mao Tse-tung a fait, lui, le bilan de la coexistence pacifique. Il l'a trouvé bon, mais estime que rien ne peut plus être obtenu par ce moyen. Il préconise une politique bien plus proche de celle suivie par le Kremlin en 1950. C'est une déviation, admettons, de gauche pour le Kremlin, qui croit encore tirer avantage de la coexistence pacifique. Combien faudra-t-il, mesdames et messieurs, d'événements du Brésil pour que soudain M. Khrouchtchev s'aperçoive que la doctrine de Mao Tse-tung a du bon, qu'il visite ce précurseur, qu'il le congratule et qu'il l'embrasse après l'avoir injurié, c'est le secret de demain. Mais s'il demeure à travers cette évolution naturelle du monde communiste, que ces désaccords ne portent jamais sur la stratégie de son impérialisme, mais sur des problèmes de tactique et d'opportunité. C'est la vue réaliste qui doit être celle de l'Alliance. Et à propos de l'Alliance, je trouve bien ridicule de parler de sujétion ou d'asservissement. Je n'ai jamais appris que le roi Albert eût été le valet de Clémenceau, alors que la fidélité à une alliance n'a jamais interdit à aucun allié de défendre, et avec énergie et avec vigueur, ses propres intérêts, intérêts économiques, intérêts financiers ou sociaux. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'existe pas de subordination dans la communauté des armes. Il ne doit subsister qu'une discipline toujours nécessaire et par là victorieuse à condition qu'il s'agisse de véritables camarades d'un même combat. C'est sous cet angle que je suis pour ma part favorable à la recherche scientifique en France, aussi bien à la recherche scientifique en général qu'à la recherche nucléaire en particulier. Et je ne déplore ni ne récuse aucun des investissements qui y ont été consacrés. Ce que je considère comme une absurdité ruineuse, c'est l'orientation de la recherche nucléaire dans un but militaire. C'est une absurdité dans son principe, puisque l'Alliance fait face, elle, au seul agresseur éventuel, avec des moyens qui sont en avance d'un quart de siècle sur nos possibilités financières. C'est une absurdité. Je voudrais traiter ce problème
de manière concise et sans démagogie. Rappelons d'abord, car c'est essentiel, les résultats du marché commun, qui sont en eux-mêmes, il faut le dire, un hommage à la mémoire du président Robert Schuman. Faut-il y admettre l'Angleterre? Si l'Angleterre, quand elle a demandé son admission, se pliait réellement aux clauses du traité de Rome, il n'y avait aucune espèce de raison de ne point l'y admettre, sinon par une anglophobie difficilement compréhensible. Mais M. Harold Wilson, qui parle déjà en héritier présomptif, a dit qu'il ne voulait pas adhérer à cette Europe. Voulez-vous, dans ces conditions, que nous attendions le mois d'octobre pour nous prononcer sur ce point, car je n'ai pas l'intention d'être plus européen que les travaillistes anglais eux-mêmes. L'unité française sera ensuite rétablie par la promulgation immédiate d'une amnistie pleine et entière concernant toutes les infractions commises à l'occasion de la guerre d'Algérie. Mais je voudrais sur ce point, plus qu'à aucun autre moment de notre histoire, et d'abord les libertés locales qui sont en péril. Vous le savez, et une vive sympathie. Je propose, quant à moi, de restituer ces assemblées dans leur ancien état et surtout de leur permettre de gérer eux-mêmes une part plus importante des recettes nationales. Cela serait bien plus. Je propose, quant à moi, en première urgence, une mesure qui vient d'être prise par le président Johnson et par le chancelier Erhard, une diminution des impôts de l'ordre de 11 à 12% en indiquant sur quel poste budgétaire les économies correspondantes peuvent être pratiquées. Alors, on vérifiera la reprise des investissements, la remontée de la bourse et l'économie française dont, après tout, l'État conditionne la prospérité sera relancée ainsi et ainsi seulement. À venir, je propose, par mesure de première urgence, bien entendu, de rétablir une indexation honnête qui diminue dans l'immédiat l'injustice agricole. Et je propose la réunion d'un conseil exceptionnel de la profession aux fins de traiter les problèmes fondamentaux de la politique à long terme, de la réorganisation des marchés, de l'importation, problèmes qui, depuis 10 ans, à ma connaissance, n'ont jamais été traités. Je suis même prêt à prendre l'initiative. L'aide française s'élèverait de la sorte à 400 milliards d'anciens francs. Nous ferions autant, mais pas plus, que les États-Unis d'Amérique. Et je propose en outre que la répartition des fonds maintenus ne paie jamais les dépenses de fonctionnement des nouveaux États. Cela évitera, par exemple, que tous les médecins d'un pays étant nommés